Merci de choisir le 19h45 de BB24. Bonsoir à tous. En ce 21 juin, fête de la musique, on s'intéresse à la musique béninoise qui est dotée de richesses culturelles diversifiées, mais qui peine encore à s'affirmer sur l'échiquier musical international. Pourquoi et comment y remédier, c'est à savoir. Et à l'instar des lieux de culte, les bars et buvettes ont également rouvert leurs portes aux clients depuis 2 semaines déjà. Et si certains ont retrouvé leur ancienne habitude, l'ambiance n'est pas pareille partout. Enfin, on parlera des réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis, mais dont la croissance exponentielle crée une dépendance chez les utilisateurs. On démarre par cette célébration qui passe très souvent inaperçue, c'est la fête des pères. Elle a habituellement lieu le 3e dimanche du mois de juin et cette fois-ci 2 semaines après la fête des mères. Instaurée officiellement comme une célébration nationale et permanente par un décret pris en 1972 par le président américain Nixon, la fête des pères visait à rétablir l'équilibre entre les pères et les mères puisque les mamans bénéficiaient déjà d'un jour de fête officiel. La fête des pères laïques telle que nous la connaissons actuellement est fondée sur une tradition très ancienne du Moyen-Âge. En effet, dans toute la chrétienté, on célébrait à l'époque la paternité le jour de la Saint-Joseph. Saint-Joseph, reconnu comme étant le père nourricier de Jésus-Christ et le saint patron des pères de famille. La rédaction de BB24 souhaite donc une bonne fête à tous les papas du monde. Et une autre célébration dans cette édition, vous le savez, on est le 21 juin, aujourd'hui donc que les musiciens célèbrent leur art. Cette journée est consacrée comme étant la fête de la musique. Mais si en raison de la crise sanitaire qui sévit et des rassemblements très encadrés, cette édition sera différente des éditions précédentes, pour autant, la musique continue à vivre et à faire vibrer. Nous ici, on s'intéresse à la musique béninoise et surtout aux raisons qui pourraient expliquer à ce jour l'absence d'une identité musicale propre, malgré la pléthore d'artistes et la diversité culturelle dont regorge le Bénin. Des précisions dans ce reportage. Quand on évoque le Makossa ou le Bikouti, les regards sont tournés vers le Cameroun. Pareil pour le Zouglou ou le coupé décalé qui identifie la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Bénin, du Tcheng System, en passant par le Noudiou, le Soyoyo ou le Zekede, les rythmes foisonnent sans jamais connaître un succès mondial. Quand on parle d'une musique béninoise, il faut rechercher les éléments qui caractérisent cette musique-là. C'est-à-dire qu'on dit une musique béninoise, il faudrait qu'on retrouve les identités du Bénin qui sont en dehors de la langue, qui sont donc les instruments de musique, les mélodies et les chants. Pour ce musicologue, la recherche d'une originalité passe donc par la connaissance et la maîtrise de certains outils indispensables à la créativité. La créativité existe, mais c'est la formation, j'insiste lourdement dessus, tant qu'il n'y aura pas de formation, tant qu'il n'y aura pas d'école de musique, on peut investir des millions sur les jeunes, le résultat sera franchement, n'aura pas beaucoup d'envergure parce que on va se contenter d'amuser localement les gens, mais on n'aura pas les éléments pour pouvoir affronter le marché international. Et pour prétendre aller sur ce marché, la formation des artistes s'impose, d'où la création des écoles de musique. Dans une école de musique, on fera prendre conscience aux apprenants de l'utilité des instruments de musique que nous avons dans notre organologie, c'est-à-dire dans l'ensemble des instruments de musique que nous avons sur le terrain. Parce que ce sont des musiciens modernes. Mais pour faire de la musique, il faut savoir, il faut connaître les rythmes de nos pays, savoir comment ça s'écrit, et ensuite procéder à des techniques de composition pour utiliser ces rythmes-là pour faire une musique, disons, du genre moderne. Donc c'est ça là, si les gens ne sont pas formés, franchement, je vous dis la vérité, ils vont toujours bricoler.
Investir dans la formation des artistes pour les aider à mieux peaufiner leur art et ainsi rendre la musique béninoise exportable serait le prix à payer. Et je le disais, 2 semaines déjà que les bars et buvettes ont ouvert leurs portes à leurs clients. Et pourtant, à Cotonou, l'ambiance de la reprise n'est pas pareille partout. Au moment où certains continuent de se plaindre du manque de clients, d'autres ont au fait de retrouver leur ancienne habitude. C'est le constat fait à travers ce reportage. 17h à Cotonou, nous sommes dans l'une des rues du quartier Fille-Rosset. Quelques jours après la réouverture des bars et buvettes. Ici, le coronavirus impose un silence plat. L'activité a repris, certes, avec le port de masques par les serveuses, mais ce sont les clients qui se font rares. Avant, les clients sortent beaucoup, mais après le confinement, rien, ça ne marche pas. Sinon, à cette heure-ci, si vous venez ici, vous allez voir au moins quelque chose de vingtaine de personnes comme ça. Mais pratiquement, vous voyez le lieu, c'est vidé. Autre lieu, autre ambiance. Ici, à Godomè, le son de la musique résonne à nouveau comme un bon bol d'air frais pour le plaisir de tous. Moi, je suis content parce que c'est ça qui me donne à manger d'abord. Je suis très content. On a commencé. C'est un sentiment de joie parce que la vie reprend. Donc là, on a la possibilité de revoir les amis, de pouvoir reparler des plaisirs de la vie. Se fait plaisir avec une bière fraîche. C'est d'ailleurs la raison de la présence de Brice dans cette buvette. Moi, j'ai quitté le service, donc j'ai soif. Et ça m'a plu de faire un saut ici pour prendre une bière avant de rentrer. Tout comme lui, nombreux sont ces Béninois qui retrouvent leurs petites habitudes. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour le secteur de la restauration qui a été durement éprouvé par les mesures de restriction du Covid-19. Des gens étaient prêts à mettre la clé sous le paillasson. Donc moi je suis content parce qu'on respecte les mesures de distanciation et les mesures de protection. Ça va, on peut continuer. Actuellement, vous avez compris, dans le bar, on a respecté les 1 mètre au niveau des tables et tous les employés sont en cache-nez. Je vais juste leur demander de respecter les mesures sanitaires telles qu'on l'a dit, et c'est pour notre bien à nous tous. À Cotonou et comme dans bien d'autres villes du Bénin, la réouverture des bars et buvettes sonne comme un retour, certes encore timide, à une vie presque normale. Et on parle à présent de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Mais au Bénin, on se demande ce qu'il en est. Que comprendre par cette appellation déjà? Et existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Des précisions avec un spécialiste de l'économie solidaire et sociale dans ce reportage. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de
200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Vous conviendrez certainement avec moi qu'à l'ère du digital, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une telle addiction qui influence leur quotidien et plusieurs conséquences découlent malheureusement de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous en dit un peu plus dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des tests, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui a une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de modes de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.